Le tombeau du scorpion. On a tous un rêve au plus profond de nous. Un rêve ancré depuis notre enfance. Pour beaucoup, ce rêve n'est qu'un fantasme inatteignable. Mais selon moi, c'est plus que ça. C'est une épreuve dans la vie. S'accrocher à son rêve, c'est comme suivre un chemin qui nous était destiné depuis toujours. Comme une mission. Certes semée d'embûches, mais ces obstacles sont nécessaires à fortifier notre volonté. Comprendre le dépassement de soi, la satisfaction que ça procure. Nous avons tous la possibilité d'atteindre nos rêves. Il suffit de s'accrocher. Ne pas perdre de vue ses objectifs. Ne pas avoir peur de tomber en chemin. Pour ma part, je n'ai jamais quitté ma trajectoire. Mon rêve d'enfant, c'était de devenir égyptologue. J'avais la passion, l'envie. J'avais le sentiment que c'était ma destinée. Alors je me suis accrochée et j'y suis parvenue. J'en ai fait mon métier, et ce depuis plus de 15 ans. Atteindre ce rêve d'enfant a été une consécration. Mais une fois arrivée au bout, je n'avais plus rien à désirer, et ce sentiment de conquête me manquait. Alors, naturellement, un nouveau rêve est apparu. Je voyais encore plus loin, encore plus grand. Dès lors, mon désir le plus cher était d'entrer dans l'histoire, de faire une découverte unique à échelle mondiale, que mon nom soit reconnu et enseigné par mes pairs. Si je vous dis tout ça, c'est parce que ce désir m'a mené vers un événement qui a complètement bouleversé ma vie. Un événement si brutal et intense que j'ai remis en question toute mon existence. La nature humaine, les lois de l'univers. Pour vous mettre dans le contexte, mon métier consiste à étudier l'ancienne Égypte, analyser des textes anciens et objets historiques. Je suis capable, entre autres, de déchiffrer les hiéroglyphes ou de déterminer la provenance de certaines reliques. Une grande partie de mon travail est basée sur la fouille archéologique. Je suis amenée très souvent à être sur le terrain, accompagnée de plusieurs ouvriers locaux qui m'aident à la fouille. Mon histoire débute sur un site de ruines au milieu du désert. En déblayant la surface, nous avons découvert un mur de briques enterré délimitant l'entrée d'un puits vertical. Au premier abord, cette configuration me faisait penser à un puits funéraire. Ce type de puits est assez courant. Souvent, il mène à des caveaux souterrains ou des tombeaux enfouis. J'en ai déjà découvert quelques-uns au cours de ma carrière. Généralement, ce sont des tombes de prêtres ou de hauts dignitaires de l'Égypte antique. Mais parmi tous les tombeaux que j'ai pu découvrir, aucun n'était complètement intact. Tous avaient déjà été pillés il y a plus de 3000 ans. Et ce jour-là, j'avais bon espoir d'y déceler une tombe antique indemne. Ce puits était particulièrement spectaculaire. Plus les ouvriers creusaient, plus ils s'enfonçaient dans la pénombre, et plus je constatais l'ampleur de son abîme. C'est après quasiment une journée entière de forage que nous avons pu mesurer sa profondeur. Il était à exactement 16 mètres sous terre, du jamais vu. J'étais excitée d'y descendre. De par l'étroitesse du puits, nous ne pouvions pas être plus de 2 personnes dedans. Alors j'ai échangé ma place avec un ouvrier pour continuer la fouille avec précision. Je déblayais méticuleusement les alentours avec un pinceau et un tamis pour ne rien laisser passer. En retirant la terre des parois frontales,
J'y ai trouvé des blocs de grès et de calcaire scellés entre eux par de l'enduit et de la boue. Ça formait comme une petite porte carrée de 60 par 60. Alors, avec précaution, j'ai descellé le cadre de cette entrée. Une fois l'accès dégagé, j'ai ressenti une légère brise caresser ma peau. Et j'ai été émerveillée en découvrant une immense salle remplie de joyaux. Je n'y croyais pas. Tout à l'intérieur avait été préservé par le temps. Les murs étaient peints en blanc, présentant des frises et des hiéroglyphes de différentes couleurs. C'était la première fois que je découvrais un tombeau aussi imposant. J'étais subjuguée par son étendue majestueuse. Et là, j'ai su que c'était le grand jour. J'allais être la première personne à entrer dans ce tombeau depuis l'enterrement. Les ouvriers n'avaient pas le droit d'y accéder. Je devais y aller seule pour préserver les vestiges. Alors ils m'attendaient à l'entrée pendant que je m'y introduisais. Être à l'intérieur était encore plus impressionnant. J'éprouvais une sensation étrange, comme si j'étais déjà venue en ce lieu. Bien que ça ne pouvait pas être possible, cette impression de déjà-vu était puissante. Les tombeaux que j'avais visités auparavant n'ont jamais été aussi spectaculaires que celui-ci. Il y avait tellement de choses à voir, à déchiffrer que j'avais les yeux partout. Je ne savais pas par quoi commencer. Il y avait des jarres, des fioles, des objets antiques sculptés en céramique, des bijoux en cuivre et en or, du lapis-lazuli, de la cornaline, tous représentant des offrandes. Mais surtout, il y avait au fond du tombeau une chambre funéraire. Et se trouvait à l'intérieur un sarcophage scellé. Il était certain qu'un tombeau aussi gigantesque préservait le corps d'une personne importante. Il y avait des indices sur son identité un peu partout, comme la représentation du scorpion qui était omniprésente. Il était peint sur les murs, mais aussi sculpté dans le grès et gravé sur le sarcophage. Le scorpion était un animal vénéré dans l'Égypte ancienne. Il est associé à la déesse Serket, l'une des plus anciennes déesses de la mythologie égyptienne. Elle est souvent représentée sous forme humaine, avec une silhouette magnifique, portant un scorpion sur le dessus de sa tête. Dans la légende, les Égyptiens lui faisaient des offrandes pour être protégés des attaques venimeuses. Elle assurait leur sécurité et pouvait les guérir du poison. Mais elle pouvait aussi infliger des châtiments aux malfaiteurs, envoyant ses bêtes les attaquer. Son rôle était de protéger les vivants, mais aussi les âmes des défunts. C'est peut-être pour ça que les scorpions étaient omniprésents dans ce tombeau, pour que Serket le protège. Je voulais absolument découvrir qui se cachait dans le sarcophage. Mais il m'était impossible de l'ouvrir seul. Il fallait que j'appelle une équipe de renfort officielle, mais il ne serait là que le lendemain. Moi, je voulais le découvrir tout de suite. Alors, exceptionnellement, j'ai demandé de l'aide aux ouvriers. Ils sont entrés dans le tombeau, et nous avons tenté toutes les façons possibles d'ouvrir ce sarcophage. Pied de biche, levier, mais rien ne se passait. Il était complètement scellé. Impossible de l'ouvrir sans le détruire. Il commençait à se faire tard. Le soleil s'était déjà couché.
et les ouvriers étaient exténués. Le temps était venu d'arrêter les recherches. Nous disposions d'un campement pour dormir non loin du site de ruines. Ce n'était pas la procédure habituelle, mais j'ai invité les ouvriers à se retirer. Ils sont alors remontés pour rejoindre leur tente. Tandis que moi, je suis restée seule dans le tombeau. L'atmosphère était différente, plus pesante. J'avais comme l'impression qu'il y avait une présence avec moi. Ça me donnait des frissons. J'avais à ma disposition une lampe à huile pour éclairer la pièce et une petite lampe torche pour les détails. J'étais déterminée à passer une grande partie de la nuit ici. J'ai commencé par analyser et inventorier les vestiges que je répertoriais avec minutie dans un cahier. Toutes les trouvailles valaient des dizaines de milliers d'euros chacune. Mais cet argent et ces joyaux n'allaient jamais m'appartenir. Ils étaient pour le ministère égyptien des Antiquités, qui les stocke dans des entrepôts ou les expose dans des musées. Il y avait parmi ces objets une somptueuse jarre en terre cuite scellée par de l'enduit. Des inscriptions étaient notées en hiéroglyphes. Ça disait « Que repose le savoir ancestral au-delà de ce monde ». J'ai tout retranscrit sur papier. Cette phrase me laissait supposer que le défunt était un penseur ou un savant. En tout cas, cette jarre devait contenir quelque chose de précieux. Alors m'est venue l'idée de l'ouvrir. Je me suis emparée de mes outils et avec précaution, j'ai doucement descellé le bouchon. L'intérieur de la jarre était bien trop sombre. Je n'y voyais rien. Alors, j'ai récupéré la lampe torche dans mon sac pour y voir plus clair. Quand d'un coup, j'ai vu sortir de la jarre un immense scorpion noir. J'étais sidérée, incapable de raisonner. Je me demandais comment ce scorpion avait-il pu sortir de cette jarre vivant, alors qu'elle était scellée d'il y a plus de 3000 ans. Il avait dû s'y introduire quand j'avais le dos tourné. Je ne voyais pas d'autre explication. C'était quand même une drôle de coïncidence qu'il y ait un vrai scorpion dans une pièce foisonnée par sa représentation. Je ne faisais plus un seul mouvement pour ne pas l'agiter. Les piqûres de ces scorpions peuvent être fatales, donc je ne voulais pas prendre le risque de m'en approcher. J'avais l'impression qu'il me fixait comme une proie. Puis il s'est mis à se diriger vers le sarcophage. J'étais effrayée, et j'ai vu là une bonne raison de remonter du puits et regagner ma tente. Mais dès l'instant où je me suis levée, le sol s'est mis à trembler. De puissantes secousses se sont fait ressentir, me faisant perdre mes repères. J'étais désorientée. La situation était très dangereuse. Je ne savais pas si je devais attendre que ça se calme ou m'en aller au plus vite. J'entendais des vents puissants venant de l'extérieur. Une tempête était en train de se former juste au-dessus de ma tête. J'ai réussi à m'approcher de la sortie pour regarder dehors. Mais au moment où j'ai voulu passer ma tête par la trappe, la terre s'est effondrée sous mes yeux, rebouchant complètement la seule issue. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais mon rêve. Je me retrouvais seule, prisonnière dans une pièce mortuaire, à plus de 15 mètres sous terre, avec comme seul compagnon un scorpion noir mortel
et un sarcophage contenant sans doute un corps momifié d'il y a plus de 3000 ans. La situation était délirante, mais j'essayais toutefois de garder la tête sur les épaules. Après tout, je me disais que les ouvriers savaient que j'étais là. Ce n'était qu'une question de minutes pour qu'ils viennent à mon secours. J'ai tenté corps et âme de creuser l'entrée pour me frayer un passage de sortie. Mais j'étais à 16 mètres sous terre. Jamais je ne pourrais creuser aussi haut sans finir enseveli. J'ai repris calmement mon souffle pour analyser mon environnement. Il me restait une bouteille avec un fond d'eau. Il fallait que je la conserve le plus longtemps possible. Je n'avais rien à manger. Rien ne servait de crier, ni creuser. Et je me suis mise à craindre de manquer d'oxygène. Ma respiration était saccadée, j'avais l'impression d'étouffer. La lampe à huile que je possédais ne me rassurait pas. Mais c'était une mauvaise idée de l'éteindre, car je ne savais pas combien de temps j'allais devoir rester sous terre, et je n'avais rien sous la main pour la rallumer. Le scorpion noir était encore à portée de vue sur le sarcophage. J'avais l'impression de jouer à la roulette russe. C'était un moment atroce, car j'étais complètement dépendante de ce qui se passait à l'extérieur sans en avoir la moindre idée. Je me retrouvais seule face à moi-même. Mon but désormais était de survivre. Je n'aurais jamais pensé avoir ce but un jour. Quand vient le moment de devoir se rationner, c'est comme retrouver ses instincts primaires. J'avais dans l'idée de dévorer ce scorpion en cas d'extrême urgence. Et j'étais sûre qu'il pensait la même chose de moi. C'est là qu'a commencé ma descente aux enfers. Je n'avais aucune réelle notion du temps. Je me fiais à la lampe à huile. Plus elle diminuait, plus le temps avançait. Mais j'avais l'impression que ça faisait une éternité. J'étais épuisée. Mais si je fermais l'œil, le scorpion risquait de m'attaquer. Alors je me forçais à rester éveillée. C'était difficile. Pour ne pas m'effondrer de fatigue, je devais me maintenir en activité. Alors j'ai décidé de continuer la fouille du tombeau pour me stimuler. Je n'avais que ça à faire en attendant. Je me suis approchée du sarcophage et l'ai scruté dans les moindres détails. Je prenais de la distance car la bête venimeuse était encore dessus. Il y avait sur ces 4 parois le numéro 6 inscrit en hiéroglyphes. Je me suis emparée de mon cahier pour prendre des notes. Selon moi, ce n'était pas anodin. Les sociétés anciennes d'Égypte percevaient les nombres différemment. Pour eux, ils étaient une science et possédaient tous une vibration et une signification sacrée liées à leurs dieux et leur mythologie. C'était pour eux une connexion entre le plan céleste et terrestre. Dans cette culture, le numéro 6 est attribué au dieu Ptah, qui fait partie des grands dieux de la mythologie égyptienne. Il est dieu de la création du monde. Selon la légende, il l'a façonné par la pensée et l'a créé par la parole. Pour avoir ce numéro inscrit 4 fois sur le sarcophage, le défunt devait vraiment être quelqu'un d'important. Cependant, son nom n'est inscrit nulle part. Habituellement, le nom du défunt est toujours gravé sur une tablette, sur les murs ou sur son sarcophage. Mais là, je n'avais que le chiffre 6 et la représentation du scorpion. J'avançais pas à pas dans mes recherches.
Mais dès que je retrouvais une certaine fascination, je déchantais rapidement en réalisant dans quelle situation oppressante je me trouvais. J'avais beaucoup de mal à garder l'esprit clair à cause de ça. J'étais fatiguée, inquiète. J'espérais que quelqu'un vienne me sauver. Malgré tout, je gardais dans un coin de ma tête l'éventualité que le campement ait été dévasté par la tempête, que le puits ait été complètement enseveli et que personne ne retrouve son entrée. C'est à cause de toutes ces pensées que l'envie de m'abandonner était omniprésente. Je ne désirais plus rien à ce moment-là, à part m'asseoir dans un coin et repenser à ma vie. Je perdais peu à peu la raison. Je commençais à avoir une douleur prenante et incessante au niveau des tempes, comme si quelqu'un bourrinait à l'intérieur de ma tête. J'avais faim, soif. J'étais à bout de force, à bout de souffle. Le stress me tenait par la gorge. Puis je vis le scorpion descendre du sarcophage. Il s'avançait en ma direction. C'est là que je me suis rendu compte que le tombeau n'était pas si grand que ça. Je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Il m'éreintait. Alors, comme s'il pouvait me comprendre, je lui ai demandé d'arrêter de me poursuivre. Et bizarrement, c'est ce qu'il fit. Voyant que ça fonctionnait, j'ai continué de lui parler, lui demandant de rester à l'opposé de moi, qu'il serait mieux pour nous de cohabiter sereinement. Et là, le scorpion m'a répondu. Il m'a dit « Tu n'as pas à avoir peur de moi. Tu peux t'endormir sereinement. » Cette phrase m'a laissé de glace. Mon cœur battait la chamade. Soit j'hallucinais à cause du manque d'oxygène, soit l'enfermement me rendait complètement dingue. En tout cas, cette situation était délirante. Je sentais mes paupières s'alourdir. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Mon corps était de plus en plus faible. Je luttais pour rester éveillée. Je ne pouvais pas prendre le risque de m'assoupir. Je me suis redressée et ai demandé à la bête si cette voix était la sienne. Il me répondit « Cette voix est mienne, et elle est tienne aussi. Nous ne formons qu'un en ce lieu. » Désemparée, j'ai demandé au scorpion si j'étais en train de devenir folle. « Tu n'es pas folle, rassure-toi. » J'ai senti l'anxiété m'envahir frénétiquement. Mon cœur était en tension. Il battait tellement fort dans ma poitrine que mon corps avait du mal à le supporter. L'épuisement m'affaiblissait de plus en plus. Quand soudain, j'ai cédé et mon corps a été plongé dans un songe. Je voyais ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mon défunt mari. Ils me fixaient de leurs yeux humides. L'expression de leur visage montrait une tristesse profonde. Ils m'encerclaient, me pointaient du doigt. Et peu à peu, leur visage se ternissait. Ils se mirent à pousser des hurlements de douleur, se rapprochant de plus en plus de moi, jusqu'à me coller complètement.
J'entendais leurs sanglots et leurs cris, pétrifiés sur place. Je ne pouvais que subir ce tourment. Je me suis réveillée de ce songe avec un goût amer, toujours dans ce tombeau. Au vu de la lampe à huile, j'avais sûrement dormi plusieurs heures. Le scorpion était toujours là, posé sur le sarcophage. Sa voix que j'avais entendue auparavant sonnait en moi comme un rêve. Ce calme, cette obscurité, cet isolement me faisait divaguer dans mes pensées. J'allais peut-être mourir ici. Alors, j'ai fait mon propre purgatoire. J'ai revu ce songe et me suis rendu compte que jusqu'à présent, je n'avais pas pensé une seule fois à ma famille, à ce qu'ils ressentiraient si je venais à disparaître. La seule chose que je me disais jusqu'alors était que si je mourais ici, je ne verrais jamais mon nom inscrit dans les livres d'histoire ou sur les plaques des musées. Mes parents avaient tout sacrifié pour moi, pour ma carrière. J'étais la seule personne dans ma famille prédestinée à un avenir radieux. J'étais la seule qui était prometteuse, la préférée. Ils avaient tout misé sur moi, délaissant ma fratrie. Et ça, je l'ai toujours vu dans leurs yeux. J'ai toujours su. Et j'en ai joué. J'ai été cruelle avec mes frères et sœurs. Sans cesse, je leur montrais à quel point ils ne valaient rien aux yeux de nos parents. J'aimais ce sentiment de honte que je leur procurais. Aujourd'hui, c'est moi qui ai honte. Mes parents m'accordaient tout. Je ne leur ai jamais rien rendu. J'ai été un poison pour ma famille. Alors si je venais à mourir, à disparaître de leur vie, je suis sûre que mes frères et sœurs s'en porteraient mieux. Quand mon ex-mari est décédé, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Je me suis mise à l'écart et je ne leur ai pas donné de nouvelles. D'ailleurs, ils n'ont pas cherché à en prendre non plus. Ils ont dû être contents que je m'éloigne. En fait, toutes ces pensées qui me venaient, je ne les aurais jamais eues si je n'avais pas été confrontée à cet événement douloureux, emprisonnée dans ce tombeau. Je ne me serais jamais repentie. Le sentiment de solitude intense que je ressentais me plongeait dans des réflexions profondes sur moi-même. J'ai réalisé à quel point j'ai pu être égoïste tout au long de ma vie. À l'école, à la maison, au travail. Je n'hésitais jamais à faire passer mes propres désirs avant tous les autres, quitte à être vicieuse et cruelle avec mon entourage. J'étais en train de me persuader que ce qui était en train de m'arriver actuellement n'était pas un hasard. J'avais l'impression d'être dans un confessionnal. Je n'avais pas d'autre choix que de ressasser ma vie, mes erreurs passées. Et est-ce que mourir ici est vraiment mérité ? Ça faisait bien trop longtemps que j'étais enfermée ici. Il y avait de moins en moins de chances pour que quelqu'un me libère. C'était donc ça mon destin. Ma vision était portée sur le scorpion noir. Il allait m'apporter la réponse que je cherchais. Alors je m'en suis approchée. J'ai tendu ma main vers lui. C'était qui tout double. Soit il me tuait par sa piqûre, soit il me laissait en vie. Et là, je connaîtrais mon réel destin.
Le scorpion noir s'est approché, mais au lieu de me piquer, il a grimpé sur ma main. Il s'est hissé le long de mon bras jusqu'à mes épaules pour atteindre le haut de ma tête, trônant sur l'extrémité de mon crâne. Ma vision devenait de plus en plus floue, ma gorge de plus en plus sèche, et je sentais le poids du scorpion comme une roche sur ma tête. J'avais l'intuition de ne pas être arrivée ici par hasard. Puis j'entendis sa voix résonner à nouveau. Il me dit : « Tu ressens cette sensation désormais. Tu le sais au fond de toi. Nous ne formons qu'un en ce lieu. » J'étais subjuguée par les vibrations de cette voix, traversant mon corps comme si elle était mienne. J'étais à la fois effrayée et envoûtée. Puis je lui ai demandé : « Est-ce que tu es Dieu ? » « En quelque sorte. » « Mais alors, si nous ne sommes qu'un, est-ce que ça veut dire que je suis Dieu moi aussi ? Seul toi peux savoir qui tu es. Est-ce que les dieux égyptiens ont vraiment existé ? Est-ce que toutes les autres religions sont fausses ? Tout ce dont les humains sont capables d'imaginer est réel. Personne n'a tort ni raison. Pourquoi j'ai la sensation de connaître cet endroit ? Était-ce mon destin de me retrouver là ? Ai-je demandé ? Le scorpion m'a répondu : « Ceci est ton tombeau. » Ces mots m'ont plongé dans un terrible effroi, et je refusais d'y croire. Alors je lui ai dit : « Ce tombeau est scellé depuis plus de 3000 ans. Il ne peut pas être le mien. » Après avoir prononcé cette phrase, je vis le sarcophage s'ouvrir. J'avais l'impression de vivre un cauchemar interminable. J'étais agitée, tourmentée. Toute mon existence était remise en question. Je me suis approchée du sarcophage et en regardant à l'intérieur, il était complètement vide, comme s'il m'attendait. Et j'entendis à nouveau le scorpion noir. Ce tombeau t'attend depuis les temps ancestraux. Il est maintenant temps pour toi de le rejoindre. Ton cycle de réincarnation s'arrête là. Quoi ? J'y comprends rien. Tu veux dire que la réincarnation existe ? Tu es en train de comprendre. Mais pourquoi mon cycle doit se terminer aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as une âme sombre depuis ta création. Et tu dois payer ta dette aujourd'hui, au nom des dieux, et de tout le mal que tu as engendré au cours de tes vies antérieures. Mais pourquoi je ne me souviens de rien ? Pourquoi je devrais payer une dette pour des vies dont je ne me souviens pas ? Le corps et l'esprit humain ne peuvent pas contenir toutes les connaissances que tu as acquises au cours de tes vies passées. Mais en dehors de ton corps, tu te souviendras et tu verras que tout est bien plus grand que ce que tu ne peux imaginer.
Alors je vais mourir ici, sans savoir ce que j'ai fait de mal. Ton corps mourra, mais ton âme restera. C'est à ce moment de la conversation que j'ai remis en question toute mon existence. La nature humaine, les lois de l'univers. Dès l'instant où je suis entrée dans le tombeau, j'ai eu la sensation de le connaître. Et je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai arrêté de réfléchir, me suis laissée aller, m'affalant sur le sol glacé. J'ai évacué toutes les larmes de mon corps. Et à bout de force, mes paupières se sont fermées. Et j'ai été projetée dans un songe. Je me voyais dans une époque lointaine, diriger le peuple en tant que reine. Je me faisais craindre par mes partisans, immaculant leurs terres de sang, provoquant des génocides par centaines, injectant du poison dans leurs veines. Je ressentais leur souffrance, leur colère. J'entendais leur impuissance, leurs prières. Et j'ai vu à travers toutes mes vies passées le même schéma se répéter. J'ai toujours été au plus profond de moi, insensible aux ressentis de mes pères, narcissique, vaniteuse et sévère, me sentant constamment au-dessus des lois. D'une âme sombre et destructrice, mes victimes se sont fait justice. Dans ma vie d'autrefois, on priait leur Dieu pour punir mes actes vicieux. On façonnait un tombeau en mon nom, protégé par un scorpion. C'était un rêve intense, chargé en émotions. Lorsque j'en suis sortie, la lumière de la lampe à huile n'était plus. Je n'avais aucune idée de combien d'heures, combien de jours j'avais passé en ces lieux. Je ne pouvais qu'entendre la voix du scorpion me dire ces derniers mots. Je vois que tu te souviens maintenant, la réelle cause de ta venue ici. Tel était ton destin depuis les temps anciens. Tu as été guidé par les anges de ce monde pour purger ta peine. Il y a plus de 3000 ans de cela, les dieux avaient prévu tous tes moindres faits et gestes dans cette vie. Rien n'est dû au hasard, ton désir de devenir égyptologue, ce besoin d'être la seule à découvrir ce tombeau. Je t'ai attendu sagement dans cette jarre, et quand tu l'as ouverte, ton destin a été scellé. Tu devais comprendre par toi-même pour demander ta rédemption. Maintenant, tu as tout le temps qu'il te faut. Pendant que tu dormais, j'ai injecté mon poison dans tes veines. Il n'est pas mortel. Il va simplement momifier ton corps dans la roche. Et ton âme vivra éternellement en son sein. Je sentis mon corps s'engourdir, ressentant chacun de mes vaisseaux sanguins devenir dur comme de la roche. Le poison parcourait mon corps,
me faisait souffrir le martyre. Je sentais chacun de mes nerfs s'endurcir. Mes yeux et ma bouche s'asséchaient. Les battements de mon cœur s'essoufflaient. Mes articulations se raidissaient. Jusqu'à ce que je devienne statue de pierre. Je repassais comme un film dans mon esprit les images de ma vie, revoyant ces camarades de classe que je harcelais, ces collègues de travail que je rabaissais, mes frères et sœurs que je dénigrais, et mon ex-mari que j'ai empoisonné. Le scorpion avait raison. Mon âme a toujours été sombre. Mais si les dieux m'ont créé ainsi, pourquoi vouloir me punir d'une chose que je n'ai pas choisie? Puis je vis en face de moi l'entrée du tombeau s'illuminer. Les ouvriers étaient revenus avec une équipe de secours. En éclairant le tombeau, ils étaient tétanisés. Je voyais les traits de leur visage montrer des expressions d'horreur, d'incompréhension, témoins d'un phénomène surnaturel inquiétant. Ils me voyaient prisonnière de la roche. Je les entendais parler de moi. Ils disaient que c'était spectaculaire, incroyable, qu'ils avaient fait là une découverte dépassant l'entendement, les limites de la science. Mon corps de pierre a été emporté, envoyé dans plusieurs centres de recherche, analysé dans tous les sens. Les radios et scanners n'ont montré aucun résultat. Pas un seul filament de peau, pas un seul organe. Personne n'a été capable d'expliquer ce phénomène. Mon corps était devenu une énigme scientifique connue à travers le monde. Pour eux, je n'avais passé que 30 heures dans ce tombeau. J'avais compris que j'étais hors du temps. Mon corps a été acheté à ma famille pour une somme exorbitante. Il a fini par être exposé dans un musée, comme une pièce d'art convoitée. Les gens du monde entier venaient me contempler, et j'étais condamnée à admirer pour l'éternité mon rêve tant désiré.